Bonjour à toutes et à tous, à vous toutes et vous tous qui m'écoutez, peut-être nouvellement, vous arrivez peut-être depuis peu de temps sur la chaîne, ou à vous autres encore qui me suivez depuis un bon bout de temps, voire depuis le début de la chaîne, donc commencé dans cette année 2018, donc il y a quasi tout juste un an, quelques jours de plus maintenant. Je vous avais déjà parlé donc dans une précédente vidéo du fait que moi, je considérais vraiment le parcours Flamme Jumelle comme une voie d'éveil à part entière, une voie d'éveil unique et complète dans cette vidéo numéro 246, à tel point que pour moi, il n'y aurait plus besoin de suivre une quelconque autre voie d'éveil. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler aussi de ce parcours et ô combien pour moi, c'est un parcours de sagesse et d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité, puisque je vous avais déjà parlé de la nature de cet amour que l'on ressent pour l'autre et que l'on ressent ensuite pour toute chose, puisque ça s'étend et ça grandit, un amour vrai, sincère, authentique, et donc c'est aussi un parcours de sagesse, d'honnêteté, de sincérité et d'authenticité, mais aussi de respect, de grand respect de soi, de grand respect de l'autre, de grand respect de tous les êtres humains, de grand respect de tout ce qui existe et de grand respect pour tout ce qui est, que l'on soit flamme jumelle ou pas, que l'on soit dans ce parcours ou pas. Donc il n'y a pas être mieux ou être moins bien si l'on est dans un parcours de flamme jumelle ou si on ne l'est pas, ou il n'y a pas non plus à faire des catégories d'élite et puis on laisserait les autres derrière. Ça n'est pas du tout ça non plus. C'est vraiment un parcours où ce respect qu'on n'avait peut-être pas autant, on l'a de plus en plus, et ça caractérise vraiment les flammes jumelles. Alors le respect pour soi, c'est aussi le respect pour qui l'on est et ce que l'on fait chaque jour, et le respect pour qui sont les autres, parce qu'ils ont le droit d'être comme ils sont, et ce qu'ils font chaque jour, et de respecter aussi le travail de chacun, bien sûr, ici sur la bulle flamme jumelle, avec ses spécificités. Et c'est vrai que moi, j'avais eu pour habitude depuis le début de citer les personnes qui m'avaient inspirée ou desquelles j'avais extrait des informations pour les mettre en lien, parce qu'il y avait déjà plusieurs chaînes flammes jumelles quand j'ai commencé en janvier 2018, commencé à écouter les vidéos en toute fin septembre 2017, et je mettais un point d'honneur à parler voilà du fait que c'était Nathalie Ebner que j'avais écouté en premier, et un grand merci à elle. Avec José Brissette, pour moi, elles font vraiment preuve de constance, d'une parole claire, d'une parole toujours dans leur ligne de conduite, voilà, toujours aussi fidèle à elle-même, et puis de très belles choses, et affichant une grande constance. Et donc j'avais cité aussi les autres youtubeurs, donc, et puis fait des références que je ne ferai plus aujourd'hui. C'est une des raisons pour laquelle certaines vidéos ne sont plus en ligne. Certaines vidéos très récemment, pour celles et ceux qui les ont entendues et qui les connaissent, donc tout ce qui parle de chaser et de runner est temporairement mis sous statut privé, pour la petite info. Et donc en citant ces personnes, je voulais mettre en lien leur travail et faire un bilan, faire un point pour moi en commençant la chaîne, et je mettais un point d'honneur à les citer afin de ne pas m'approprier leur travail et de ne pas parler notamment de runner chaser quand d'autres l'avaient déjà fait. Et après, j'ai vu si j'étais d'accord avec ce qui est dit ou pas. Et après, tout ce que j'ai posé moi-même sur ma chaîne qui titrait Runner Chaser, c'est ce que j'avais pu voir grâce à vos témoignages par mail. C'est donc au long du temps, ça n'est pas quelque chose que j'ai pu faire tout de suite en arrivant sur la chaîne, parce que comment j'aurais pu faire pour parler de qui est le runner, qui est le chaser, si je n'avais pas eu vos nombreux témoignages, en plus de ma propre histoire, bien sûr. Ça ne pouvait pas sortir de nulle part, et si j'avais posé tout de suite ce qu'était le runner et le chaser sur ma chaîne, obligatoirement, ça sortait d'ailleurs que du fait de venir de mes propres observations. Mais donc important dans ce parcours d'éveil spirituel à part entière, de savoir qu'il faut un temps pour acquérir une certaine sagesse, ce temps terrestre,
sous lequel de toute façon on est quand même en train de vivre, au travers duquel on évolue quand même sur ce plan de matière, qui est certes inhérent à la Terre et qui n'existe pas par ailleurs, ce temps terrestre, et pourtant nous y sommes quand même soumis. Quand on arrive à un certain bout du parcours, peut-être pas encore à la fin, on peut de plus en plus s'affranchir du temps terrestre, d'autant plus que le temps n'étant pas linéaire, il se transforme là lui aussi, et que la façon dont on a l'impression de vivre, encore une fois dans les apparences, n'est pas tout à fait la façon dont se déroule le temps. Pour moi, depuis le jour de la reconnaissance, de grandes transformations ont déjà eu lieu dans ce parcours. Et c'est comme si nous abandonnions déjà une grande partie de nos fonctionnements erronés, de nos traits de caractère et façons de faire négatives, notamment peut-être des réflexes conditionnés. Et je pense que c'est cette sensation d'absolu vécue profondément à l'intérieur, au plus profond de notre être, venue de ce jour de la reconnaissance. Certaines et certains en parlent comme ayant touché du doigt l'énergie christique. C'est bien cette énergie dont on parle ici dans nos parcours flammes jumelles, avec ou sans vision au même moment, pendant cette reconnaissance, mais certaines et certains en parlent comme ça. Et cette reconnaissance et cette énergie, cette sensation d'absolu, laisse depuis ce jour une telle empreinte que tout ce qui ne tend pas à être aligné avec cette sensation et cette énergie, nous avons envie de l'évacuer. C'est comme une impression de se défaire de vieux vêtements, de casser la carapace, de ne plus être dans ces fonctionnements erronés. Et un tel parcours, ce n'est pas un hasard du jour au lendemain. Il se construit depuis le début de l'incarnation terrestre pour moi, pour chaque personne aujourd'hui vivant réellement une histoire de flamme jumelle, donc depuis la naissance. Et année après année, avec de nombreuses expériences fortes, pas de celles qui seraient moins signifiantes, des expériences qui concourent aussi à la levée du voile, alors ce parcours s'est effectué et de plus en plus on s'est préparé, on s'est construit, on s'est vraiment transformé déjà avant même la rencontre pour se préparer à cette rencontre. Alors quand, à quel âge nous sommes prêtes pour cette rencontre, pour rencontrer notre autre, pour rencontrer cet amour divin, cet amour universel, cet amour multidimensionnel aussi, comme je l'appelle aussi, reconnecter à la source, cette énergie de création que nous portons à l'intérieur de nous, qui est tout à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur, l'énergie de la source, là aussi pour précision. Pour moi, cette réponse sur quand on rencontre son autre, c'est quand même plutôt toujours sur le tard. Si on peut être flamme jumelle, je peux le considérer, rien n'est impossible pour moi. Quand on a la vingtaine ou la trentaine, avant 40 ans, c'est sûrement un cas exceptionnel. Pour moi, c'est toujours, quand je dis sur le tard, c'est vraiment 40 ans minimum. On s'approche plutôt de 50 ans d'ailleurs. Et c'est au moins après 40 ans, mais s'il y avait peut-être certains êtres humains sur cette terre qui pouvaient témoigner dans les éléments de leur histoire qu'ils vivent bien ce parcours, je pense qu'ils seraient déjà identifiés dans ce qu'on appelle, et c'est le cas aussi pour les plus âgés, bien sûr, les 40, 50, 60 ans, tout ce qui est enfant indigo, enfant cristal, encore des étiquettes, je sais, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais c'était juste pour dénommer certains attributs avec lesquels sont arrivés ces enfants et qui brillent déjà très tôt. Ça se voit dans leur comportement, ça se voit dans leur parcours de vie, ça se voit sur leur morphopsychologie, je vous en parlerai tout à l'heure. Ici, la plupart des témoignages que j'ai, moi, depuis un an, depuis le début, de vous toutes et vous tous qui m'écrivez, c'est au moins à cet âge de 40 ans et plus. Et la grande majorité. Rappelons aussi que 89-90% de l'auditoire de cette chaîne ici est féminin, donc vous êtes des femmes, et je sais que c'est à peu près cela aussi sur les autres chaînes YouTube qui parlent de flammes jumelles, c'est au moins 80%. Donc la majeure partie des personnes qui écoutent ces vidéos sont des femmes, ce qui voudrait dire quand même que la grande majeure partie
des personnes qui sont dans un parcours flamme jumelle et qui se sont plus ou moins reconnues comme la personne éveillée à la particularité de cette relation sont aussi des femmes. Nous savons bien donc que celui qu'on appelle le plus souvent celui ou celle le chaser. Donc, et nous savons bien que l'autre partie, appelée souvent le runner, très rares sont les runners qui regardent ces vidéos. Ça pourrait plus être dans la façon dont est composé le duo. Je vais essayer de ne plus utiliser le mot configuration qui me plaisait bien, mais je l'ai déjà entendu comme étant récupéré par ailleurs avec d'autres mots qui me sont spécifiques. Donc je vais changer et puis je vais voir ce que ça donne aussi. Donc cette façon d'être organisé le duo qui serait plutôt donc pour les runners plus éveillé à cette relation en inversé, donc chaser homme, runner femme, au lieu de chaser femme, runner homme. Là, on aurait déjà des runners qui sont ici, voire même pour certaines qui ont des chaînes YouTube, bien sûr. Dans vos témoignages et vos mails, donc, plus la statistique YouTube, il est évident, si je regarde mes chiffres, puisque là YouTube nous les fournit aussi à nous toutes et nous tous YouTubeurs, la grande majorité des personnes ici qui écoutent la chaîne sont de plus de 40 ans, ça c'est certain, il y a à peine 13% de moins, et largement plus de 50 aussi, c'est la grande majorité, donc 50-65 ans. Vous voyez, c'est pas moi qui le sors et qui l'invente. Et quand je vous dis, mais parce que ça, j'ai des témoignages par mail et des personnes en suivi, ça fait maintenant 1 an, avec un travail assidu, acharné, je n'aurais pas pu non plus en début de chaîne en conclure à de tels chiffres parce que je ne les avais pas. Je n'avais pas vos témoignages. Je ne peux le faire aujourd'hui que parce que j'ai de nombreux témoignages. Et vos témoignages restent personnels, privés. Il n'y a que moi qui les ai lus. Je n'ai pas communiqué mes chiffres ou les témoignages à qui que ce soit d'autre. Donc ce sont aussi des chiffres et ces chiffres qui viennent corréler mon propos et non seulement moi qui aurais décrété que l'on serait flamme jumelle à partir d'un certain âge, un âge plus avancé, donc 40 ans et plus. Peut-on avoir rencontré son autre, son jumeau, sa jumelle plus tôt? Je l'ai dit, tout est possible, mais il y aurait vraiment des signes très distinctifs à ce genre de jeunes personnes. Et notamment, je le vois, moi, je l'entends, même si je ne vois pas le visage. Et quand j'ai le visage sous les yeux, je sais qui est qui. Notre visage parle et on ne peut pas tricher avec ça. Notre parcours de vie parle et on ne peut pas s'inventer autre chose que ce qui est. Après, les définitions de la relation flamme jumelle sont multiples. Par contre, j'ai bien utilisé les termes runner-chaser par rapport à la définition que je donne moi. Quand on confondrait relation âme jumelle, relation âme sœur avec relation flamme jumelle, tout en utilisant les termes runner-chaser, pour moi là ça colle plus, il y a énormément de dissonance. Ce n'est pas un lien, cette relation, c'est donc bien une relation, ça n'est pas un lien ni une quête et je souhaite ne plus utiliser ce mot lien parce que qui dit lien dit attachement. Or nous sommes là ici pour transcender toutes nos dépendances, y compris les dépendances affectives qui font qu'on est encore dans un lien avec un autre ou avec qui que ce soit. Et j'avais posé aussi cette idée-là que je voulais partager avec vous dans cette vidéo numéro 278 où je vous disais donc être flamme jumelle, c'est un état d'être flamme jumelle, ça n'est pas un lien ni une quête entre deux personnes. Donc, nous sommes flamme jumelle dès la naissance, quand l'autre est déjà incarné sur Terre aussi, ou au moment où au moins il arrive sur Terre, elle arrive sur Terre, cet autre, même sans l'avoir rencontré. C'est donc un état d'être qui s'annonce déjà dès que les deux jumeaux sont incarnés. Ce n'est qu'à partir d'un certain âge, après de nombreuses expériences importantes, fortes, significatives, qui transforment de fond en comble, non seulement à un niveau relationnel et psychologique, mais aussi et surtout à un niveau spirituel, avec le duo donc de flammes jumelles qui n'est pas une amitié spirituelle, à ne pas confondre amitié spirituelle et incarnation du couple cosmique.
le duo flamme jumelle, c'est l'incarnation du couple cosmique, ça ne se résumerait pas non plus à une amitié spirituelle, même s'il n'y avait pas de relation physique. Et ces nombreuses expériences significatives qui nous ont transformés, il faut du temps pour qu'elles arrivent et pour qu'elles opèrent dans leur transformation. C'est pour cela que ça paraît tellement naturel, même sans avoir eu de témoignage avant. J'aurais pu le poser en hypothèse potentiellement. Cela paraît tout à fait naturel de penser que la rencontre avec son autre a lieu sur le tard, plus tard dans la vie. Et puis il y a aussi dans ces transformations, dans ce parcours de vie qui fait qu'on rencontre notre jumeau, notre jumelle plus tard, 40 ans et plus, largement 40 ans et plus pour moi, il y a aussi toutes les spécificités, tous les éléments à un niveau énergétique, physique, physiologique qui s'annoncent déjà aussi bien avant la rencontre. Il y a eu des étapes de franchies, même au niveau du corps, même au niveau des transformations physiques, même au niveau des ressentis énergétiques. Ça peut être un éveil de Kundalini qui a eu lieu bien avant. Pour moi, ça n'est pas la rencontre d'avec son autre qui fait l'éveil de Kundalini. C'est le fait d'avoir déjà vécu cette montée d'énergie qui est très précise, ça n'est pas n'importe quelle énergie non plus ressentie dans le corps, qui fait donc cet éveil de Kundalini que l'on est prêt à rencontrer l'autre. Il y a tendance souvent à inverser. J'ai rencontré mon autre, je vais avoir mon éveil de Kundalini. C'est l'inverse. J'ai eu des phénomènes énergétiques dans ma vie, et parfois plus ou moins tôt, sans avoir rencontré l'autre, et c'est parce que ces transformations par lesquelles ont opéré ces phénomènes énergétiques ont eu lieu que je suis prêt à rencontrer mon autre. Toutes ces transformations donc sont des préparations nécessaires avant la rencontre de l'autre et nécessitent résolument du temps. Alors pour les cas exceptionnels, ça veut dire donc que plus jeune, il y aurait eu tout cet éveil spirituel, et ça se voit dans les éléments de vie, dans le parcours, mais ça se voit et ça se lit aussi sur un visage. Et ça, c'est terrible pour les personnes qui, même sincères, ont envie de se raconter des histoires, mais en se racontant des histoires à soi-même, on raconte aussi des histoires aux autres. Et comme c'est un parcours de haut vol extrêmement exigeant, où on est quand même comme des éclaireurs dans ce parcours d'éveil, comme toutes les personnes qui sont éveillées spirituellement, comme on le dit, ce sont tous des éclaireurs, ce sont tous, alors il y a eu beaucoup d'appellations, guerriers de lumière, travailleurs de lumière, artisans de lumière, c'est peut-être déjà plus approprié, mais c'est bien ça aussi que sont les flammes jumelles, et il n'y a pas besoin d'être flamme jumelle pour être artisan de lumière. Certaines et certains sont incarnés dans leur âme, dans toutes leurs dimensions sont déjà ouvertes à la multidimensionnalité, n'ont pas besoin d'avoir fait cette rencontre pour être un éclaireur, un artisan de lumière qui emmène l'humanité loin, très loin, mais dans des vies très exigeantes et qui ont déjà eu leurs épreuves et leurs expériences fortes et signifiantes très tôt dans la vie, dès le départ très souvent. C'est vraiment aussi une grande ouverture de conscience qui s'est faite petit à petit, un travail sur l'ego au niveau du relationnel, du psychologique, de la personnalité. Bien sûr, la liste est très très longue sur toutes les transformations qu'il y a eu besoin de faire par les expériences vécues au long de ce parcours qui est un véritable parcours de sagesse hautement exigeant sur cette voie d'éveil spirituel unique et complète à elle seule. Alors quand je parle de visage sur lequel on peut lire aussi cet éveil spirituel, je vais faire une petite aparté, mais comme vous le savez, je suis donc praticienne de santé, donc ayant étudié et étant diplômée en naturopathie, mais aussi dans les domaines divers de la nutrition. Voilà, il y a des choses très spécifiques sur des domaines encore plus approfondis, micronutrition, nutrigénomique, j'aborde tout juste depuis quelques années. Et encore, voilà, avec à la fois un tiers de formation publique, 2 tiers de formation privée dans mon parcours, j'ai, il est vrai, passé beaucoup de temps à étudier, à tel point que des amis thérapeutes me disaient « Arrête avec tous tes livres et toutes tes formations, dans ton manque d'assurance par rapport à ça, il y a encore 10 ans. » Tout est à l'intérieur et fais-toi confiance sur ce qui est à l'intérieur, c'est pleinement fiable.
Mais voilà, pour revenir à cette petite parenthèse, donc je suis aussi formée en iridologie et très tôt, avant même toutes ces formations, donc dans un repositionnement de carrière à l'âge de 25-26 ans, puisqu'avant j'étais de formation scientifique, diplômée en informatique notamment. Et puis j'avais fait encore deux, trois autres choses assez insatisfaites à chaque fois que j'avais un peu fait le tour. Donc tout le temps en train de sauter d'une chose à l'autre dès que ça me lassait un petit peu. Mais j'avais déjà été initiée à la morphopsychologie. Alors il faut savoir que la morphopsychologie, ça a été nommé ainsi par Louis Cormand avant même que la psychologie avance et soit reconnue. Et ça n'est pas un enseignement de la psychologie, comme son nom ne l'indique pas, la morphopsychologie. Mais pour faire simple, quand on lit sur un visage de manière aussi fidèle, de savoir qui est qui, et un visage qui ne peut pas tricher, il y a 3 étages dans un visage. Je pense que ça va vous intéresser, je vais faire court. De haut en bas, vous avez le premier étage qui est l'étage cérébral. Ensuite, au milieu, l'étage affectif, avec une grande partie des orifices, donc les yeux, le nez et la bouche, elle fait partie quand même de l'étage du bas, mais on y regarde puisque un seul signe ne s'interprète pas tout seul. Et le troisième étage, l'étage instinctif, là c'est vrai que la bouche en fait partie. On ne parlera pas des oreilles parce qu'on peut les interpréter aussi, mais le plus souvent on regarde donc les yeux, le nez et la bouche dans les orifices, la bouche faisant quand même partie du troisième étage, celui du bas, étage instinctif. Et notre visage est vraiment en train de parler à qui nous regarde et on ne peut pas dire autre chose que ce qui est inscrit sur notre visage. Nous projetons par là même notre personnalité à l'extérieur. Donc il y a les tempéraments d'Hippocrate aussi qu'on pourrait évoquer et ce sont là les analyses de Louis Cormand, toujours en morphopsychologie. Donc un enfant psychique ou même un adulte psychique ou une jeune personne qui se révélerait être flamme jumelle, pour moi a déjà une haute spiritualité. Et la haute spiritualité sur le visage se voit tout à fait de manière rapide sur l'étage du haut, donc l'étage cérébral. Et obligatoirement, vous avez par là même des fronts qui sont développés, c'est-à-dire des fronts hauts, voire des fronts hauts et larges. On pourra aussi discuter, mais ce sera là analyser plus en détail, de savoir si le front est droit ou penché, c'est-à-dire fuyant vers l'arrière. Mais une personne psychique, spirituelle, plus encore que d'être intellectuelle, mais une personne intellectuelle a déjà un front développé, c'est-à-dire une personne qui fait des études, style études universitaires, études de recherche, études à bac plus 5, bac plus 8 et plus encore, a toujours cet étage cérébral, évidemment, puisque c'est l'intellect, fortement développé. Et ça se transcrit par un front développé, tout simplement, donc un front haut. Et il y a les psychiques, spirituels et hyperpsychiques. Moi, je fais un petit peu de différence entre psychique et spirituel, mais on peut les classer visuellement sur cet étage haut qui ont, mais des fronts, c'est presque donc déséquilibré, ça l'est même, et je vous parle en connaissance de cause, puisque c'est le cas de mon jumeau, qui a un grand déséquilibre entre l'étage du bas et l'étage du haut, là où moi j'aurais eu un déséquilibre entre aussi l'étage du bas et l'étage du haut, mais en inversé. Et j'aimerais bien voir les photos quand il était plus jeune parce que je ne les connais pas, mais moi quand je regarde mes photos plus jeunes, mon angle de mâchoire s'est transformé, donc au lieu d'être à 90 degrés parce que j'avais vraiment la mâchoire très carrée, très anguleuse, j'ai plutôt maintenant sur l'étage du bas un visage en angle, en forme de lune, on pourrait dire, de profil. Et j'avais le front moins haut, bien qu'il était déjà quand même développé, mais moins haut qu'aujourd'hui. Et je dis souvent à mes enfants en rigolant, mais j'ai le front qui a poussé. Donc on change aussi de morphologie au long du temps. Et ça, on me disait plus jeune que ça n'était pas possible, que notre ossature de visage, elle restait comme ça. Photo à l'appui, et je pense qu'on pourrait trouver bien d'autres personnes, nous avons une ossature de visage qui peut tout à fait changer. Cela dit, pour tout le monde, à l'instant T, quand on observe l'intellect, le psychisme, la spiritualité des gens, on pourrait même parler de troisième œil, il y a obligatoirement un front développé. Donc pour moi, ces enfants ou jeunes personnes qui seraient flammes jumelles ont obligatoirement, indéniablement, un front développé. Voilà comment je peux aussi... Alors, est-ce que j'ai besoin de me conforter? Non, en tant que flamme jumelle, nous avons aussi des perceptions extrasensorielles ultra affinées et nous savons qui est qui tout de suite. Alors, avec un sourire, bien sûr,
on accepte que l'ego se raconte tout un tas d'histoires chez certaines personnes. La question que je me pose souvent depuis le début de la chaîne, c'est pourquoi cet ego veut absolument être flamme jumelle alors que l'important c'est de vivre son histoire avec cet autre dans tout cet amour. Qu'est-ce que ça vous ferait aujourd'hui, vous qui êtes persuadé d'être absolument dans ce parcours très exigeant et un parcours de grande sagesse, si aujourd'hui on vous disait, alors que vous étiez sûr pendant des mois, des années que vous étiez flamme jumelle, on pouvait vous dire, on pouvait vous apporter la preuve, bien que ça n'ait aucun intérêt, mais on vous disait, non, en fait, tu n'es pas flamme jumelle. Est-ce que toute votre vie s'arrêterait? Est-ce que vous n'auriez plus d'amour pour cette autre personne? Pourquoi notre ego veut absolument s'accrocher à oui, moi je fais partie de cette catégorie? C'est peut-être parce que certains y ont mis un certain élitisme. Est-ce que sans le vouloir, j'ai concouru à ça, j'y regarde toujours de près et je me remets en cause? Est-ce que on a besoin de considérer qu'on est dans un amour de haute spiritualité, même si au quotidien notre vie n'a pas l'air très spirituelle, donc il y aurait quand même un décalage à regarder de près. Pourquoi cet ego veut absolument s'accrocher à quelque chose qui n'est pas forcément? Grande question entre parenthèses, mais pour moi, des jeunes personnes qui seraient flammes jumelles, ça se voit bien sûr aussi par rapport à leur spiritualité, dans leur personnalité. La personnalité est projetée à l'extérieur sur le visage et on l'étudie et on l'analyse grâce à la morphopsychologie. Donc cet étage supérieur, étage de la psyché, de l'intellect, mais aussi de la spiritualité. Et donc c'est tout ce domaine qui nous concerne, nous ici, flammes jumelles. Et c'est pour moi une grande confirmation. Alors attention, ne nous servons pas de la morphopsychologie pour étudier des races, des ceci, des cela, parce que je sais que certaines personnes ont peur que ça puisse servir à cela. Ça n'est pas du tout le but de la morphopsychologie, c'est comme l'astrologie personnelle, c'est pour donner ces caractéristiques avec lesquelles on est sur Terre, N-A-I-T et puis N'-E-S-T, les deux, hein, et nous aider à trouver mieux notre chemin, notre voie de réalisation sur Terre. C'est à ça aussi que servent ce genre d'art. Alors, l'astrologie, on peut discuter sur si c'est une science ou un art. Je n'ai pas d'avis complètement arrêté dessus. Je dirais que la morphopsychologie, en tant que science humaine, est aussi un art et non pas une science exacte dans ce sens-là. Et pourtant, je suis fan de morphopsychologie. Mais j'ai aussi étudié les mathématiques, la physique, la chimie, qui sont des sciences exactes, et je ne compare pas ces sciences exactes, la morphopsychologie, à ces sciences exactes. Ça n'est pas pour moi une science pure, dure, exacte, comme on les dénomine très souvent. Donc ce front haut, pour moi, c'est vraiment le témoin de cette grande spiritualité, y compris à l'âge adulte, et y compris passé 40 ans. Voilà. Il semblerait donc, si vous voulez peut-être apporter vos témoignages juste sur ce point, pourquoi pas, ce serait sympa. Il semblerait pour moi que ce soit le runner qui ait cet étage supérieur, hein, étage de l'intellect, de la psyché, de la spiritualité le plus développé. Et les chasers, moins, qu'ils soient hommes ou femmes, mais un minimum quand même. Pour vraiment... alors, je ne l'ai pas fait exprès, mais j'ai quand même regardé sur Internet si je pouvais vous trouver un visage de célébrité avec un front plutôt petit, donc peu développé. Et il se trouve que la première personne que j'ai trouvée, c'est Paris Hilton. Je le sais, ça vous fera rire aussi, mais si vous voulez voir ce qu'est un front petit, bien qu'elle n'ait pas le front très fuyant ni très rétréci sur le haut, il y a encore sûrement plus prononcé comme petit front fuyant et très rétréci sur le haut. Mais voilà, Paris Hilton pourrait en être un exemple. Et puis, un très beau visage que j'ai vu dernièrement par hasard aussi, c'est Victoire Masson d'Auxerre, cette jeune mannequin qui a écrit un livre parce qu'elle a décroché par rapport à l'anorexie à laquelle sont réellement obligés les mannequins, et j'entendais parler de taille 32, alors j'en étais restée à la taille 34, mais apparemment on leur demande une taille 32, et elle a écrit Toujours plus maigre, le titre exact de son livre, voilà, et vous verrez ce visage donc de Victoire Masson d'Auxerre, ou Victoire d'Auxerre tout court, pardon, D-A-U-X-E-2-R-E, un grand front, donc non seulement large et haut, mais des yeux très écartés, puisque j'allais ajouter un seul signe ne s'interprète pas comme ça isolément en morphopsychologie, que
pour moi, et c'est plus féminin, donc de sexe féminin, c'est-à-dire chez la femme affichée, des yeux grands ouverts et assez écartés, voire très écartés. Et alors Victoire d'Auxerre, elle a non seulement un grand front très haut, large, des yeux très écartés, très ouverts, mais en plus une racine de nez assez incroyable. Ça me faisait penser à Avatar et au Navy, à cette civilisation dans Avatar, et un nez très droit, assez long, une racine forte, un nez quand même large, les 3 étages assez équilibrés mais avec un front bien haut. Je vois ici une personne vraiment qui pour moi représente la nouvelle humanité et un très beau visage aussi, et vous l'entendrez parler dans ses interviews par rapport à cette expérience de mannequinat qu'elle a fait. C'est intéressant. Mais voyez, si vous regardez le front de Paris Hilton et le front de Victoire d'Auxerre, alors il n'y a pas de jugement toujours quand je parle de tout ça. Il y a la connaissance de soi. Et on ne peut pas dire je suis ça, ça, ça et ça quand on est autre chose et quand en plus notre visage l'affiche. Et on peut se transformer, on peut changer. Donc on ne s'arrête pas à ce que l'on est aujourd'hui à l'instant T. On peut tout transformer. Plus rien n'est impossible, surtout maintenant où les êtres humains changent très vite. Nous sommes dans cette nouvelle humanité où nous pouvons tout transmuter. Ça n'était peut-être pas le cas avant. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas spirituel, qui afficherait un petit front, un front fuyant, un front très peu haut, ça n'est pas du tout interdit pour cette personne de devenir très spirituelle, mais elle ne peut pas se faire croire à elle-même aujourd'hui qu'elle est très ouverte, très intellect, très psychique, très spirituelle, alors qu'elle ne l'est pas et que ça se lit sur son visage. Voilà, petit aparté ici pour ce parcours qui est vraiment un parcours de sagesse, mais dans ce sens aussi de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, d'être vrai avec soi-même, d'être dans la vérité sur ce que l'on est soi-même, d'être honnête avec soi-même en étant aussi honnête avec les autres. Alors, je regardais une petite note que j'avais prise, mais il parlait sur certains sites des standards, de la beauté masculine, etc. Et il parlait de front, justement, et il disait que le front petit et fuyant, c'était un signe un petit front teigneux et agressif qui était apprécié chez des beaux visages, chez les hommes, donc là je ne sais pas. Et alors un grand front rond qui serait plutôt, donc du fait qu'il soit rond, pas grand et haut. Hein. Grand et haut, c'est spirituel, psychique, intellectuel. Mais un front bombé, ce serait plutôt féminin, la femme. Donc, et un front droit, ce serait plutôt un homme. Et là, il disait un petit front teigneux et agressif, donc je ne sais pas, et ce serait très masculin et pas du tout intellectuel, ni psychique, ni spirituel, bien sûr. Et puis, que voulais-je vous dire encore sur ce parcours de vérité par rapport à soi-même? Voilà, j'étais ici sur la sincérité, l'authenticité et la vérité par rapport à soi. Ça fait partie de cette sagesse qu'on acquiert là aussi au long des années, et il faut du temps. Beaucoup de temps ou énormément de temps, mais ça n'est résolument pas un parcours où, en un claquement de doigts, on a transformé toutes ces choses en nous. Parce qu'on est tous passés par cette incarnation terrestre, qu'on pourrait aussi appeler la matrice. On a toutes et tous été teintés d'un karma, d'ailleurs, qui n'appartient pas à l'âme, mais qui appartient à la matrice. J'y reviendrai. C'est pour ça que j'ai fortement attendu pour aborder ce sujet. Il était prêt depuis le début de la chaîne. Mais comme d'autres, je voulais voir un petit peu dans toute la bulle flamme jumelle où allaient certaines personnes, sachant que moi, dès le départ, je savais que je n'allais pas du tout aller dans leur sens. Et vous savez qu'en bon chaser, on ne dit que ce que l'on pense. On n'est pas là pour dire ce qui va plaire. Alors, évidemment, j'ai largement modulé, c'était bien pire avant, je fais un peu le runner, c'est mon runner qui m'a aidé à ça, mais dans mes tripes, ma personnalité intrinsèque, et ça se voit aussi sur mon visage, et je sais que certaines personnes aimeraient que j'apparaisse ici en clair avec mon visage face caméra, je ne le fais pas pour toutes les raisons que j'ai déjà expliquées, et ça vous permet surtout de vous concentrer sur ce que je dis et non pas sur qui je suis. Après, voilà, on va prendre 5 personnes qui m'auront vu, qui pourront attester que j'ai le front comme ci, le menton comme ça, les yeux de telle couleur, si vous voulez. Mais je ne crois pas que ce soit le plus important pour vous, parce que vous vous attacheriez à un visage et non plus à un discours. Et ça non plus, c'est pas un parcours de sagesse pour une flamme jumelle. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de vous le dire ici. Vous vous attacheriez encore une fois aux apparences, à l'extérieur,
Déjà, la voix vous en dit beaucoup au niveau vibratoire. Le propos, le discours, ce qui est mis, si ça appartient bien à la personne, bien sûr, pas si ça a été copié chez les autres et ramené plus ou moins mélangé à son histoire. Là, c'est dissonant, ça s'entend tout de suite aussi. Mais c'est le discours, tous les propos qui sont communiqués, tout ce que la personne a envie de vous transmettre, ce avec quoi elle a envie de vous aider, qui est le plus important. Point d'interrogation, je vous pose la question, à vous de voir là aussi. Le visage est vraiment pour moi un grand repère aussi de tout ce parcours spirituel, toute cette sagesse, à un âge avancé en général où l'on rencontre cet autre parce que toutes ces transformations ont pris du temps, sinon on aurait littéralement explosé, tellement il y a eu d'expériences fortes à avoir, parfois mal comprises, donc vécues douloureusement parce qu'on n'avait pas compris de où ça devait nous mener. Quand on rencontre notre autre, tout prend un sens par rapport à toutes ces expériences, bien sûr, et on comprend bien qu'on a été préparé sagement, lentement, expérience après expérience. Si on les a mal compris, ça a duré plus longtemps, mal comprises. Si on les a bien comprises, ça a duré moins longtemps. Et cet éveil spirituel s'est fait tout au long de ce temps et de ces expériences, avec même notre identité de personne qui s'est transformée. Donc là aussi, des visages qui ont pu se transformer. Si vous avez des photos de vous à 20 ans et maintenant à 40, 50 ou 60 ans, regardez et faites la comparaison entre vos photos quand vous étiez jeune et vos photos maintenant. Et vous verrez tout le chemin que vous avez parcouru quant à votre personnalité aussi, en voyant les différences qui s'affichent maintenant. Votre visage parle pour vous et affiche tout ce parcours spirituel que vous avez effectué, un grand parcours de sagesse. Et pour être dans tout cet éveil bien avancé, et le jumeau ne se présente donc que lorsque l'on est bien avancé, il faut résolument s'être donné tous ces moments de transformation qui sont traduits en équivalent temps terrestre, sauf cas exceptionnel d'enfants, donc toujours, ou de jeunes personnes très psychiques, et ça se voit tout de suite, ça s'entend tout de suite, les éléments de vie que ces personnes ont eus se reconnaissent tout de suite aussi et sont repérés. Ce sont souvent des personnes qui sont déjà entourées ou qui n'ont pas besoin forcément voilà, de s'afficher comme tel ou tel être, mais qui sont déjà reconnus avant. Parce que cette jeunesse, dans cet éveil spirituel étonnant, fait vraiment figure d'exception à la règle, puisque c'est bien un parcours qui demande du temps, sauf pour des exceptions à la règle, bien sûr, et je suis tout à fait ouverte à voir ce qu'il en est. Donc oui, des flammes jumelles peuvent exister, mais c'est très rare à voir en fonction des éléments de vie. En général, c'est une rencontre qui arrive sur le tard, et 40 ans pour moi, c'est jeune. C'est plutôt à l'approche de 50 ans. C'est une rencontre qui va bien au-delà d'une rencontre amoureuse, de l'incarnation, de l'amour inconditionnel et infini. L'amour inconditionnel, c'est un carburant. C'est une rencontre qui va au-delà de juste réaliser l'amour inconditionnel. Ça ne se résume pas à ça. Il nous demande donc d'être déjà suffisamment prêts et prêtes avec toutes les expériences que nous avons vécues, d'être dans un degré d'éveil suffisant, d'être dans une sagesse suffisamment accrue, là aussi, pour que la mise en présence entre les deux êtres, les deux jumeaux, jumelles, puisse avoir lieu, pour ensuite nous demander de concrétiser complètement dans la matière, sur ce plan de matière terrestre, tout ce qu'il y a à mettre en œuvre au niveau de notre mission d'âme. Et chacun déjà des jumeaux a une mission d'âme, mais qui est beaucoup moins importante pour moi que la mission d'âme commune. Et il y a bien une mission d'âme commune aux deux jumeaux qui s'affiche déjà depuis plusieurs décennies avant même la rencontre pour chacun des deux et qui converge au moment de la rencontre, pourtant dans des dispositions affichées, parfois, souvent même opposées dans la façon dont ça se présente dans la vie, dans le quotidien. Ça n'est pas un parcours pour satisfaire l'ego qui voudrait absolument être quelqu'un d'exceptionnel. Je pense que c'est ça avec lequel l'ego nous tient, c'est être flamme jumelle, c'est être exceptionnel. Et moi, petit ego,
Je veux être exceptionnel. Tout être humain arrivé sur Terre est exceptionnel. Il n'y a pas besoin d'être dans un tel parcours et d'être flamme jumelle pour être exceptionnel. Être exceptionnel, ça se démontre au quotidien. Ça n'est pas moi, je suis telle chose et puis je rentre tranquillement chez moi pour continuer la vie comme avant et ne rien changer sur cette Terre. Est-ce que ce serait ça, être flamme jumelle, juste le dire ? Je mets un grand point d'interrogation là-dessus aussi. Donc vraiment un parcours de sagesse, d'authenticité, de sincérité, de respect de soi, de respect des autres, d'être dans son être authentique, vrai, profondément connecté, profondément reconnecté à l'autre et à la source là aussi. Un parcours pour un bon bout de temps qui est un parcours de mise en retrait, d'humilité. Et j'ai aussi beaucoup retenu ça chez Nathalie Ebner, et je vais la citer parce que ça ne m'appartient pas, c'est son travail à elle, et je ne veux pas m'approprier des mots, des termes, des expressions et des concepts qui appartiennent à d'autres. Je les cite tout simplement. Elle parle de dénuement à certains moments, et c'est vraiment ça aussi. Et il peut y avoir aussi des moments de renoncement, avant même des expériences de perte. Le renoncement, ce serait encore une étape autre, intermédiaire, moins forte que la perte. Dénuement, renoncement, perte aussi dans ce parcours, dans nos expériences de vie qui ont eu lieu avant, souvent la rencontre. Une parole forte mais pas impérative qu'il y a chez Nathalie Ebner, que j'aime beaucoup et je la remercie parce que pas de hasard, c'est la première personne que j'ai entendue parler de flamme jumelle ici sur la toile. Et c'est aussi souvent un grand parcours de sagesse très solitaire, avec l'abandon de toutes les dépendances affectives, que ce soit sur l'extérieur ou l'intérieur. Vous savez, pour le jumeau runner, les dépendances affectives se situent surtout à l'extérieur. Pour le jumeau de chaser, la jumelle, les dépendances affectives se trouvent surtout dans le couple. Beaucoup de chasers ont réglé leur souci de dépendance affective à un autre dans le couple avant la rencontre, là aussi. Parce qu'il y a eu des relations qui ont mené ces chasers à le faire. Abandon de toutes les dépendances, abandon à soi, abandon à son âme, à la volonté divine. C'est cette vidéo sur l'abandon est une grande force que je vous avais faite aussi sur la chaîne il y a quelque temps. Ça n'est pas abandonner la relation, ça n'est pas abandonner le parcours, c'est s'abandonner à la source quand je parle de cet abandon qui est une grande force. Avec un abandon des exigences restrictives, un abandon de nos vues étriquées terrestres, de ce qui est présenté à nos cinq sens dans les apparences, de ce que l'on croit être et pourtant serait le plus virtuel, de ce que l'on croit voir alors que le visible représente à peine 1% de tout ce qui existe sur cette terre et dans cet univers. La majeure partie de l'environnement dans lequel on vit est invisible, et donc des exigences restrictives et non évolutionnaires à abandonner, et celle de l'ego. C'est vraiment un parcours d'éveil complet, unique, un respect de soi, un respect de l'autre, un respect de tous les autres, un parcours de sagesse dans ce sens, un parcours de transformation et d'évolution au plus haut point, de grandes exigences. Mais alors, même s'il est des plus difficiles, c'est vraiment un parcours que l'on échangerait contre aucun autre, un parcours merveilleux. Et à chaque fois que je regarde les yeux de mon jumeau, je me dis, les yeux de mon jumeau sont aussi brillants que ce parcours est merveilleux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient aux tripes profondément aussi, là à l'intérieur et depuis ce jour de la reconnaissance. Je vous retrouve très bientôt pour la suite des vidéos.